Bien, bonjour à toutes et à tous. On va changer un peu effectivement de dimension. Je pense qu'il y a quand même un point commun, c'est que quelque part on va suivre notre futur, mais sur un axe un peu différent. Pour que tout ce qu'on a vu soit possible, il faut assurer l'efficacité de ce qui se passe euh, dans notre pays et la sécurité dans notre pays. En quoi ce combat collaboratif connecté à rien du futur est important pour nous, pour Thales bien sûr, et je pense pour chacun d'entre nous. C'est l'objet de la présentation que je vais vous faire pour essayer de mieux identifier les défis que ça pose au niveau technique, bien sûr, mais surtout, si j'ose dire, les enjeux et les questions que ça peut soulever dans beaucoup d'autres domaines. Parce que quand on parle de ce titre qui fait un peu très techno, combat collaboratif connecté aérien, si je suis un peu provocateur, la vie est déjà un combat collaboratif en tant que tel, notre vie à tous. Et je pense qu'on a tous quelque chose dans notre poche qui ressemble fortement à ça, c'est-à-dire un smartphone, et notre vie maintenant elle est connectée, et cette connectivité a changé notre vie. Donc il n'y a pas de raison que ça ne change pas le combat, et surtout que ça ne change pas les règles de se défendre, parce que une mission d'un système de combat, c'est d'abord et avant tout d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et c'est un tel enjeu avec de telles implications qu'il est important qu'on le prenne en compte dès à présent et qu'on partage avec vous. C'est l'idée ici, l'ensemble des réflexions qu'on mène pour savoir vers où nous amène tout ce que vous voyez sur le parking, et en particulier juste de l'autre côté, le SCAF, le futur, ou exactement le Next Generation Fighter, qui sera à l'horizon 2040, mais il va passer beaucoup de choses d'ici à 2040, et il faut qu'on soit prêt à mettre en œuvre l'espèce de coquille dans laquelle cette future plateforme va venir s'insérer pour qu'elle puisse elle-même être connectée d'une part, et que d'autre part, on puisse partager tout ce qu'elle apporte, en sachant que, entre-temps, il va falloir continuer à chaque seconde à assurer la défense de ce pays et des organisations et des intérêts du monde auquel on appartient et des valeurs auxquelles on croit. Donc ce que je vous propose, c'est quelques zooms sur les différents aspects, avec un point clé sur lequel on aura l'occasion de revenir, qui est comment est-ce que, au travers de cette connexion, je maintiens la confiance indispensable dans le système que je suis en train de créer, qui est une clé évidemment, notamment dans la démocratie, de la subordination de l'outil militaire à la décision politique. Et à tout moment, à tout instant, le politique doit être totalement en confiance dans l'outil qu'il va mettre en œuvre, vu les niveaux extrêmes d'engagement que cela représente. Alors, plusieurs défis successivement. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, une action de combat, qu'elle soit offensive ou défensive, elle implique une multitude d'acteurs dont vous voyez ici tout un panel, à la fois dans une diversité de nature entre des avions, ça peut être des dirigeables, ça peut être des satellites, des avions de chasse de toute génération. On va aussi utiliser des bateaux, on va utiliser des avions ravitailleurs, des forces au sol. Et puis, il y a aussi les gens en face qui ne nous veulent pas du bien. Parce que, comme on va s'apercevoir, énormément de technologies sont ce qu'on appelle dual, c'est-à-dire à la fois civil et militaire. Mais évidemment, l'objet, quand on est dans cette situation d'un système de combat, c'est comprendre ce qui se passe, ensuite faire évoluer cette situation conformément aux directives reçues du politique, donc a priori favorablement, si possible. Ça, c'est a priori, c'est aussi un combat de la vie, si j'ose dire. Hein. On essaie de comprendre ce qui nous arrive, et puis si possible, on essaie d'être dans une situation meilleure demain qu'aujourd'hui, malgré l'adversité. Et ça, c'est une caractéristique d'un système de combat, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du monde qui va s'acharner à ce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on nous a demandé de faire. Et dans ce contexte-là, il est très important de comprendre ce que, d'abord, chacun est en train de faire, à la fois chez nous et en face,
Et l'aspect collaboratif va venir du fait que je suis capable non seulement de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est de revenir à la slide précédente, voilà, et ce que vont être capables de faire chacun d'entre eux et est-ce que je peux faire appel à leurs compétences à un moment donné. Troisième point, c'est que non seulement elles sont très différentes en nature, elles sont très différentes en génération. Hein, des fois, vous avez une télé qui est d'une ancienne génération qui ne se connecte pas avec le dernier portable que vous venez d'acheter, c'est très énervant. Ça peut être parce qu'il y a des standards qui ont été faits de manière différente. C'est beaucoup plus simple de connecter une tablette d'une certaine marque, disons, sur la télé de la même marque qu'une tablette d'un autre système d'exploitation sur une télé d'un autre système d'exploitation. Je pense qu'on a tous vécu ça. De savoir dans quel sens il faut brancher la prise, et justement, ce n'est pas la bonne prise, et qu'on est un peu énervé parce qu'on a payé très cher la prise en question. Voilà. Tout ce genre de situation, on va retrouver les mêmes avec simplement des conséquences un peu différentes. Et si jamais ce n'était pas assez compliqué, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'action militaire qui ne se fasse en coalition avec tout un tas d'acteurs de nature, de nationalités différentes qui partagent à un moment donné suffisamment d'intérêt pour créer une coalition, mais qui n'ont pas forcément exactement les mêmes objectifs dans ce genre de situation. Et donc, ça veut dire quand même qu'il faudra être prêt à partager avec eux, et suffisamment pour une efficacité maximum, mais en gardant à l'esprit qu'on n'a pas forcément envie de tout dire à tout le monde. C'est là aussi, c'est comme dans la vraie vie. On a des très très bons amis avec lesquels on partage beaucoup de choses, et d'autres, des relations avec lesquelles c'est important de partager, mais sur un sujet donné à un moment donné. Voilà quelques-uns des défis, juste cette variabilité et multiplicité qui doit nous amener à réfléchir très tôt à comment organiser l'ensemble de ce qui est généré ici. Et ce qui est généré ici, c'est une multitude d'informations. Comme vous en voyez plusieurs illustrations, c'est que toutes les plateformes qu'on a vues, tous les acteurs qu'on a vus, ils vont d'ores et déjà, ça c'est pas nouveau, dire ce qu'ils voient, et c'est des capteurs qui sont en tant que tels importants. Et la transformation numérique que nous connaissons tous dans notre vie fait que maintenant, on était auparavant dans des champs assez séparés, dans lesquels il y avait un champ d'action terrestre, un champ d'action maritime, un champ d'action aérien, et puis même il y avait des opérations spéciales d'un côté, des opérations plus classiques de l'autre, une guerre aérienne, tout ça, tout est mélangé. Et au-delà des aspects physiques, vous avez en plus une guerre de l'information, hein, comme on le sait bien. Une bombe qui pète quelque part, c'est parce que c'est instantanément retransmis sur tous les réseaux sociaux qu'on crée une angoisse, sans rentrer dans des détails sordides, mais vous savez bien comment Daesh a frappé l'imaginaire de tout le monde en montrant des vidéos en live, si j'ose dire, d'exécution d'otages dans des conditions particulièrement dures. Comment un terroriste très récemment en Australie a filmé et posté en direct sur Facebook les gens qu'il était en train de tuer. Donc cette transformation numérique, elle fait que toute information est aujourd'hui instantanément reproductible, instantanément transmissible, d'une manière qu'il est impossible de contrôler. La censure n'existe plus. Ou elle peut tenter d'exister. Alors, certains pays, la Chine a mis en place un système très fermé, mais on peut discuter du caractère démocratique, en tout cas par rapport à nos standards de la chose. Et donc, le fait de cette génération d'informations, elle va à la fois créer un défi en interne, puisque je parlais tout à l'heure du théâtre d'opération. Il n'a jamais aussi bien supporté son nom. Vous savez, on vient d'une époque dans laquelle on entrait en état de guerre, on avait une déclaration de guerre, et puis on avait un traité de paix à la fin. Et quand on était militaire, avant la guerre, on tue quelqu'un, on est un assassin. Pendant la guerre, on est un héros. À la fin de la guerre, on n'est plus un assassin. Enfin, on est de nouveau un assassin. Pardon. Et ces problématiques-là, l'ouverture des mondes à tout, on ne sait plus vraiment dans quel cadre même juridique on se trouve. De la même manière que ce théâtre, il est ouvert à la communauté internationale instantanément. Une image qui est prise ici,
Et dans des moyens souverains, on va dire, on va arriver à le conserver. Sauf que quand on la partage, parce qu'il faut que tout le monde la voie, tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts. Ça peut être intercepté, ça peut être diffusé. Et pour reprendre un exemple dont on entend assez souvent parler, ce qu'on appelle les dommages, publiquement les dommages collatéraux, c'est un aspect où, dans un conflit très récent en Libye, un des enjeux majeurs était de conserver, malgré cette génération d'informations en permanence, deux aspects clés quand on mène un combat démocratique qui sont la crédibilité et la légitimité. Si je perds l'un ou l'autre, je perds, sinon la guerre, du moins une bataille très forte qui est celle de la légitimité à agir, qui est importante parce que la pression internationale sera très forte, elle sera immédiate. Et inversement, si je ne suis pas efficace et crédible, l'adversaire n'aura pas peur. Et donc on est toujours en train de jongler entre ces deux aspects. Et une manière très concrète qui avait été de mettre en jeu cette légitimité, c'est à l'époque, il avait été fait par l'adversaire en Libye, principe d'amener des cadavres d'ailleurs pour filmer et dire que la bombe qu'on venait de tirer avait tué des civils. Et d'où l'importance d'être capable, dans un aspect de collaboration, d'avoir en permanence filmé du début à la fin le choix de la cible, le tir sur la cible, l'arrêt de la retombée des dégâts, et de pouvoir prouver à la communauté entière que non, il n'y avait pas eu et qu'on avait totalement maîtrisé ça. Vous voyez, c'est simplement des exemples pour vous montrer tous les avantages d'une approche collaborative et les risques que ça peut induire, avec en plus dans cet aspect-là le fait que cette approche collaborative, elle doit impliquer y compris les populations, l'opinion internationale et pas uniquement les gens qu'on voit là. Parce que notre société maintenant est tellement elle-même interconnectée que l'action de défense doit elle-même être intrinsèque à la société comme elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Si tant est que ça ne soit pas le cas, mais je fais juste une toute petite incidente sur le service national, qui était service militaire, qui était une imprégnation, même partielle, mais de ce que c'est qu'une défense, dont on a senti qu'en sentiment collectif d'un besoin de défense, ça pouvait avoir un impact. Je referme cette parenthèse pour dire également, maintenant en revenant à un aspect plus opérationnel, cette génération d'infos, il y a un tel flot d'informations aujourd'hui, si je prends le cas de la personne qui est là-dedans, là, tout au fond, dans l'avion, le pilote, il reçoit une telle masse d'informations que finalement, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du dilemme, c'est que je passe plus de temps à regarder toutes les options possibles qu'à décider. Et qu'au moment où je me décide, la situation a évolué, ma décision n'est plus pertinente. Là aussi, expérience peut-être vécue, vous voulez acheter une chemise sur Internet, vous allez dire je veux une chemise bleue, et là vous allez vous retrouver avec 12 types de chemises, des tailles, des tissus, des machins, vous allez commencer à regarder, vous allez passer 3 heures, et à la fin vous n'aurez toujours pas de chemise. Et si ça se trouve, la solde sera passée sur l'autre que vous avez raté, alors que si on ne vous avait rien dit, vous auriez pris la solde tout de suite avec la bonne taille. Voilà. Bon, ça peut vous paraître assez loin de cet aspect-là, mais dans un avion qui se déplace très très vite en permanence, le timing de la décision est critique. Parce que en plus, les personnes en face, ils vont eux-mêmes utiliser tous ces moyens. Et donc, cette croissance exponentielle du flux de données, il faut être capable, d'une part, c'est ce qu'on voit ici, de la stocker, et du tagging. Alors c'est les tags, c'est l'étiquetage qui fait que on est capable de réutiliser cette masse de données de manière intelligente parce que je sais exactement comment elles sont rangées, si j'ose dire, et aller les chercher pour les utiliser, notamment pour faire ce qu'on appelle de l'apprentissage profond, de l'intelligence artificielle, où je vais m'aider de tout ce qui est généré numériquement, qu'un partenaire numérique m'aide à faire tout ça. Comme quand vous êtes en voiture, il y a quelqu'un avant qui vous tenait la carte parce que vous ne pouvez pas à la fois conduire et tenir la carte. C'est ce partenaire, dont je vous laisse décider si c'est votre conjoint ou pas ou quelqu'un d'autre, va vous aider au moins à tenir le truc, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit.
Donc, gérer ce paradoxe du dilemme, c'est remettre l'homme au cœur face à un système qui est évolutif tellement rapidement que le temps de décision n'a pas beaucoup changé depuis quelques siècles. Et je pense que Descartes était beaucoup plus intelligent que moi. Simplement, il n'avait pas à gérer la même situation autour de lui, mais la rationalité existe encore. Et ce que va permettre cette approche collaborative, grâce à la connexion, c'est une collaboration entre l'homme et la machine qui va faire que je vais réacheter ce temps de réflexion et l'appliquer non pas à trier cette masse de données, non pas à voir quelles sont toutes les options possibles, mais à l'utiliser pour avoir une vision claire de la situation, des options les plus pertinentes, et ensuite choisir en disant si je prends celle-là, voilà ce qui se passe, si je prends celle-là, voilà ce qui se passe, est-ce que je suis conforme aux objectifs qui m'ont été fixés. Là aussi, pour reprendre l'exemple de la vie courante, on a tous sur nos téléphones des applications de navigation. Je ne pense pas que j'ai le droit de les citer, mais vous voyez tous un truc qui commence par W, qui se termine par Z et E à la fin, et puis avec un A au milieu, ou qui commence par G, et puis qui se termine par Maps à la fin. Enfin voilà. Je suis sûr qu'il y a la presse dans la salle, ça. Mais en quoi, pourquoi c'est important? Parce que finalement, pour aller d'un point A à un point B, vous avez des dizaines, des centaines d'itinéraires possibles. Et tout l'intérêt de ces applications, c'est qu'elles vont vous proposer 2, 3 options qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais pourtant, vous allez lui faire confiance pour choisir a priori cette option-là. Pourquoi vous lui faites confiance? Parce qu'après tout, une fois que vous empruntez un chemin, rien ne vous dit que l'autre n'était pas meilleur. C'est toujours la question qu'on se pose tout seul en général quand on prend un chemin et puis qu'on voit que la file de gauche, elle avance plus. Et pourquoi je ne suis pas resté dans la bonne file? Et voilà. Bon. Et que la sortie qui est là, il y a vachement moins de monde, je suis sûr que je pourrais éviter l'autoroute. Le jour où vous prenez cette sortie-là, en fait, c'est bouché juste derrière parce que tout le monde a eu la même idée et que vous auriez mieux fait de rester sur l'autoroute. Quand vous quitterez le salon ce soir, vous penserez à moi. Et donc, en revanche, là aussi, plus sérieusement, pourquoi est-ce que vous le prenez? Parce que les 20 fois précédentes, l'application vous a dit que vous arriveriez à 10h44 et que vous arrivez soit à 10h42, soit à 10h45. Et donc, vous avez établi une relation de confiance, comme quand quelqu'un vous donne un conseil, un humain, vous avez confiance en lui parce que vous avez une connaissance de son vécu, vous savez d'où il vient et qu'il ne vous a jamais trahi jusqu'à présent. Quand quelqu'un n'a pas répondu à vos attentes, le coup d'après, vous lui faites moins confiance. Et c'est ce même principe que le combat collaboratif connecté va pouvoir apporter, parce que cette collaboration, elle est entre l'homme et la machine. On a vu une collaboration entre les acteurs eux-mêmes. Ça, c'est la collaboration entre l'homme et le système, de manière générale, qui est de dire « aide-moi à me donner du temps pour réfléchir ». Et là, de la même manière qu'avec votre voiture, vous savez que vous allez arriver à telle heure, vous pensez à ce que vous allez faire quand vous allez arriver à la bonne heure, et pas savoir à quelle heure vous allez arriver. Et donc, on reprend ce temps d'avance qui est fondamental par rapport à celui qu'on est en combat, l'ennemi va essayer de nous dénier en permanence. Acheter du temps pour réfléchir. C'est que c'est un des grands défis, notamment au niveau politique aujourd'hui, et on est dans une démarche politique qui est comment, suite à cette pression de l'opinion publique, la communauté internationale, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai pas le temps de réagir, mais il faut que je dise quelque chose. Et c'est pas toujours le meilleur choix qui est fait. Voilà, donc cette génération d'informations, en faire un avantage et pas un inconvénient. Et en faire une force et pas une vulnérabilité par rapport aux gens qui vont vouloir exploiter ça. Alors, justement, cette collaboration machine, j'ai déjà évoqué les points qui sont marqués là. La clé, c'est que l'homme est au centre. Il ne s'agit pas, on entend la partie robot tueur, tout ça. En tout cas, dans notre modèle politique, démocratie, entre guillemets occidentale, comme ça qu'on les appelle, l'homme est au centre et le restera. En revanche, comme on disait, il va falloir qu'il puisse tirer parti d'une part de toute cette masse de données, les trier, et qu'il ait des options qu'il va pouvoir choisir de manière très intuitive
au lieu d'être obligé d'aller chercher une info à droite, à gauche, comme on faisait avant, quand on regardait d'une part où étaient les embouteillages, on écoutait la radio, puis on regardait la carte, puis disait qu'il y avait un truc à un endroit qu'on ne connaissait pas, donc où c'est sur la carte, puis pendant ce temps-là, on avait laissé passer la sortie, et puis, enfin voilà. Et là, il y a quand même la sécurité routière a fait beaucoup de progrès grâce à cette capacité qu'un partenaire numérique, en qui je mets une certaine confiance, m'aide à conduire la voiture et puis à regarder dehors. Le problème, c'est quand le partenaire numérique en question commence à envoyer des SMS, commence à faire des posts sur Facebook, et puis que vous avez envie de le regarder. Et là, on vient se cartonner la banane devant, parce que l'attention a été captée vers ailleurs. Et il faut savoir penser cette collaboration pour justement garder à l'homme cette capacité d'agir, de réagir vite et efficacement, sans le distraire par trop d'informations, une information pas appropriée. C'est un énorme défi. Parce que lui ne sera jamais tout seul. Vous voyez, tous les gens qu'il y a autour, là. Et ces gens-là, c'est d'autres plateformes, c'est d'autres pilotes, ça peut être des choses non pilotées. Et c'est ce qu'on voit également sur le parking en face, là-bas, c'est-à-dire un avion et ce qu'on appelle un remote carrier, c'est-à-dire un truc non piloté qui va être un autre partenaire, autonome d'une certaine manière, mais qui est là pour vous aider et pas être une charge à gérer. Comme votre téléphone portable, quand il vous apporte cette navigation, c'est une aide extraordinaire, mais il ne doit pas vous prendre tellement d'attention que vous ne pouvez plus faire le truc essentiel qui est de conduire la voiture. Et dans ces défis-là, on a une capacité, et finalement la clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle ici, c'est un peu notre slogan si j'ose dire, c'est ensemble, c'est maîtriser l'ère numérique aujourd'hui, demain et dans la durée. De la même manière qu'on n'a pas envie de se faire déborder par les machines dans notre vie quotidienne, on est sur des enjeux extrêmement lourds, la protection des citoyens, protéger les valeurs auxquelles on croit, et ça, face à un adversaire qui, lui, n'aura pas les mêmes restrictions ou contraintes mentales. Alors, on sait qu'il y a des pays qui misent énormément sur l'intelligence artificielle en ce moment, qui n'auront aucun doute sur le fait que robot tueur ou pas, ce qu'ils veulent, c'est la supériorité. Et on peut dire, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, sauf que si lui, il va à la vitesse à laquelle sait faire ce genre de choses, le type qu'on a vu au milieu tout à l'heure, il ne survivra pas assez longtemps pour prendre des décisions conformes aux règles éthiques. Voilà. Et donc, tout l'enjeu est d'avoir cette collaboration, ce combat collaboratif connecté. Tout ce que vous voyez sur le parking ici, c'est ce qui va nous permettre que notre système survive. Peut-être un peu exagéré dans mes termes, mais c'est quand même ça. Parce que tous les efforts qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle au niveau européen, vous savez, vous entendez les chiffres, hein, on investit 10 milliards, les autres ils investissent 800, 1000 milliards. C'est pas la même chose. Le président Poutine a déclaré lui-même que qui maîtriserait l'intelligence artificielle serait le maître du monde. Dans sa bouche, ça prend un certain relief. Et la clé là-dedans, quand on dit maîtriser, c'est pas uniquement physiquement. Je ne vais pas être le chef partout, le roi, et dire aux autres qu'ils n'ont aucune importance. C'est maîtriser comme on maîtrise une langue. C'est-à-dire qu'on en connaît les ressorts, on sait d'où ça vient, et être capable d'avoir ensemble, d'où l'approche collaborative, le fait qu'on le fasse d'une manière qui garantisse que, comme dans une recette de cuisine, il faut avoir la meilleure recette de cuisine, les meilleurs ingrédients. S'il y a un produit qui n'a pas respecté la chaîne du froid, vous allez avoir un plat magnifique et tout le monde va être malade à la fin. Là, c'est pas terrible. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su tracer qu'on avait bien respecté la chaîne du froid. C'est un peu la même chose avec l'information. Si vous ne savez pas tracer d'où vient l'information, qu'est-ce qui fait qu'à tel moment, il y a votre partenaire numérique qui vous dit « prends à droite et pas à gauche » alors que ça ne vous paraît pas logique, il faut pouvoir interroger pour avoir une totale confiance. Et quand on parle de faire la guerre, ce n'est pas le même genre de confiance que juste arriver dans une impasse parce que l'application de navigation s'est gourée, quoi. On ne peut pas toujours faire demi-tour. Et donc, dans ces points-là, on est chez Thales, j'en suis
membre, mais je pense que vous avez compris que j'étais un moment pendant un certain temps dans ces trucs-là. Il y a cette compétence à avoir à la fois les capteurs, la connectivité, les moyens de communication. On est dans ce qu'on appelle nos 4 grands piliers, hein, cybersécurité, big data, traitement de données massives, intelligence artificielle, connectivité. Donc cette transformation numérique, cette maîtrise du numérique, et puis on est dans tous les systèmes de commandement, de contrôle, et puis on est maintenant, on a racheté Gemalto, c'est pas par hasard, c'est l'identité électronique. Qui me parle, à qui je parle. Qui me dit que ce truc-là c'est un méchant ou qu'il faut le taquer. On doit rester, et c'est quand même la clé, là aussi, d'un système militaire démocratique, c'est je suis dans l'avion, je suis comptable et responsable des décisions que je prends. Même si j'ai une aide numérique, c'est quand même moi qui conduis la voiture. Alors après, on sait jusqu'où ça peut aller, parce que justement, il y a des débats sur les voitures autonomes, sur les choses comme ça. Mais là, on parle de la défense nationale, et je pense que ça mérite un certain nombre de points que je vous ai évoqués. Je n'entre pas dans tous les défis technologiques que ça rentre, mais ça me paraît important qu'on puisse les aborder ensemble. Voilà, merci, je vous remercie de votre attention.